Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes 152 et counting. Donc, on est déjà rendu à la séance finale ou presque finale de notre colloque On traduit en ligne. Donc, pour ceux qui s'intéressent, il y aura ensuite une petite séance de réseautage comme on a eu hier en fin de journée. Mais disons que c'est aujourd'hui, c'est à ce moment-ci que la séance finale officielle. Donc, ceux qui sont habitués à On traduit sur place. Donc, normalement, les 8 formateurs, on est derrière la même table en avant et les questions fusent de partout. Alors, il n'y a pas de formule spécifique. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ça peut être sur des points spécifiques qui ont été vus pendant l'un ou l'autre des ateliers, des questions qui vous sont venues à l'esprit plus tard. Donc, vous pouvez adresser vos questions à une personne en particulier parmi les 8 formateurs, en anglais ou en français, évidemment. Vous pouvez poser des questions de façon générale et puis demander à quiconque est intéressé de répondre. Ça peut porter sur des points de traduction en particulier, sur la pratique de la profession. C'est vraiment le moment de parler tout le monde ensemble de notre travail, autant sur le plan professionnel que sur le plan linguistique. Alors, la parole est à vous. Donc, si vous voulez parler, vous levez la main avec votre curseur. C'est où donc? Alors, réaction en bas à droite, vous faites lever la main et alors, je devrais vous voir rapidement. Et puis, comme ça, on va pouvoir aborder toutes les questions qui vous intéressent. Si je peux me permettre, c'est soit dans l'onglet Réaction ou bien dans l'onglet Participants. Si vous avez une plus ancienne version de Zoom, ce serait dans l'onglet Participants ou bien dans l'onglet Réaction si vous avez une nouvelle. Donc, Alors, Nicolas. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, ok. Bon, alors, c'est une question qui s'adresse plus aux traducteurs francophones. Je me présente rapidement, Nicolas Coyer. Donc, moi, je me connecte depuis la Colombie. Donc, la Colombie, Amérique du Sud, pas Colombie-Britannique. Donc, c'est sur le point de traduction sur whereas. Moi, c'est un terme que je rencontre très souvent dans les textes. Et au départ, notamment quand je relisais, moi je vois plutôt comme un terme d'opposition. Après, en regardant le alors que ou tandis que en français, et en faisant des recherches, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas aussi tranché que ça. Donc, en fait, c'est une question à vous tous. Comment vous le traduisez? Comment vous vous débrouillez avec ce terme-là? Est-ce qu'on parle de whereas en début de phrase ou dans n'importe quel autre contexte? Moi, je parle en général, mais c'est vrai que oui, il y a souvent le cas où on a des phrases qui commencent avec whereas, et moi, en français, j'ai du mal. Qui voudrait répondre à ça? Si on parle de whereas en termes juridiques, c'est-à-dire au début d'un contrat ou peut-être même au début d'un jugement, ce sont des considérants, bien souvent. C'est considérant que. Ou attendu que ici. Ou attendu que dans le cas d'un jugement. Sinon, je le traduis parfois aussi simplement par sachant que. Whereas. Donc, où c'est une explicitation de ce qui précède. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est les deux choses qui me viennent à l'esprit. Je laisse d'autres s'exprimer. Pour moi, j'avoue que c'est difficile comme ça, hors sol. Je vois le contexte, en fait. Ça, c'est la réponse facile du traducteur. Ça dépend du contexte. Et en fait, le truc, c'est que ça va sacrément me titiller là, les jours qui viennent. Je vais chercher partout. Ouais. On peut peut-être noter de répondre par écrit à Nicolas avec des exemples qui nous retomberaient sous la main. Ouais, ça on peut faire. Moi, j'ai posé la question en début de phrase ou non parce que ça m'a fait penser à while qu'on voit souvent en début de phrase. Et ça, c'est un problème très particulier. Whereas, il me semble que je ne le vois pas si souvent dans les textes que je traduis dans le vers le français, donc je ne le vois pas comme un problème. À mon avis, whereas, c'est alors que, justement, mais je vois avec les exemples de Dominique, effectivement, des fois, c'est dans le cas des textes juridiques, c'est autre chose, c'est plus constatant que. Alors, de la Colombie, on passe de la Colombie-Britannique à la Colombie-Britannique. Evelina? Allô?
Bonjour. Alors, je voudrais d'abord vous remercier tous. Ça fait plaisir de vous voir, de vous revoir. Et ça fait plaisir d'être de nouveau dans un séminaire de traducteurs. J'ai une question concrète. J'ai un client, le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique. Et je pense que c'est un phénomène très nord-américain. Mais ils aiment bien développer des stratégies, ce qu'ils appellent des stratégies, et leur donner des noms qui parlent aux lecteurs anglophones sans être forcément parlant ou sans qu'ils puissent être traduits. Je vous donne 2 exemples dans le chat. Ouf, c'est long. Ah oui. Excusez-moi. Donc, la stratégie ERASE ou la politique ERASE, Expect, Respect and a Safe Education. Alors, jusqu'à maintenant, je dois dire que c'est apparu une fois dans une traduction très récente. Je me suis contentée de citer, d'expliquer ce que c'était, de donner le nom, de citer ce que c'était. Là, j'ai un document dans lequel ça apparaît plusieurs fois. Je m'attends à en avoir d'autres. Est-ce que vous essayeriez est-ce que vous tenteriez une traduction dans des cas comme ça ou vous laissez l'acronyme en anglais et vous expliquez? Qu'est-ce que vous feriez? Ça renvoie un peu à la question un jeune, une solution qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça qui m'a fait penser à ça. Ça dépend un peu du mandat du client. Le client, d'abord, le gouvernement peut tenir à ce que le mot erase reste en français, auquel cas on est devant un non-sens. Donc, il faut trouver des mots qui commencent par ces lettres-là pour aucune raison finalement. Donc, il y a ça. Puis, ça peut être de créer un tout autre nom en français, mais qui forme un nom avec les premières lettres. Mais ça, c'est un travail de création qui est, à mon avis, facturable. Fait que ça dépend du mandat du client. Bien évidemment. En l'occurrence, j'ai toute l'attitude de choisir l'approche qui me convient. Si je leur fournis une traduction, ça peut être approuvé ou non. Si je ne le fais pas, c'est d'emblée approuvé, c'est mon choix. Alors, je me demandais qu'est-ce que je devais leur suggérer. Si vous vous sentez à la hauteur de le faire, ben, lancez-vous. Je pense que c'est très simple, en fait, évidemment. Il suffit d'avoir une idée géniale. Oui. Oui, mais si j'ai une idée géniale maintenant, puis ça me revient dans 6 mois avec autre chose et que j'ai aucune idée géniale à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est ça qui me fait un peu peur. Ouais. Mais il faut faire comme dans les fonds d'investissement. Les résultats d'aujourd'hui ne sont en rien ne présagent en rien des résultats futurs. En tout cas, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de conserver le sigle anglais si on n'arrive pas à quelque chose. C'est mieux de conserver le sigle anglais que d'arriver à une solution trop artificielle en français. Je pense que ça, c'est le principe général. Alors, je dis idée géniale, j'ai dit ça à la blague, mais ça arrive qu'on peut trouver un acronyme qui va très bien fonctionner en français aussi, après avoir travaillé très fort ou très dur. Donc, ça peut arriver. Donc, allons-y, essayons-le. Si tu peux même... Ça serait risqué dans le contexte de la Colombie-Britannique d'arriver avec un autre sigle en français parce que le contexte bilingue, le français n'est pas très présent. Même les francophones vont être exposés à l'acronyme en anglais. Donc, c'est peut-être mieux de ne pas jouer avec ça, contrairement au contexte fédéral où ça peut être différent. Donc, moi, je pense que c'est ça, mais je pense qu'à la base, il ne faut pas se culpabiliser d'avoir gardé le sigle anglais, quitte à garder même l'explicitation anglaise, puis ensuite traduire entre parenthèses en français. C'est des solutions qui sont à notre disposition, qui sont aussi légitimes que les autres. Oui, Chris? Non, je suis d'accord avec toi, d'autant plus qu'on veut laisser trace de ce que c'est comme programme, là, dans ton cas, ou stratégie, car celui qui veut en savoir plus va vouloir se documenter et il faut quand même qu'il ait une base, une encre, une référence qui va l'amener vers des explications de ce que c'est, même si c'est à l'avenir. Enfin, il faut laisser trace, je pense, à mon avis. D'accord. En fait, c'était... Oui, Laurence. En fait, moi, spontanément, en fait, je mettrais stratégie erase et entre parenthèses la forme développée en anglais et l'explicitation en français une fois derrière.
C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis contente d'avoir vos avis là-dessus. Oui, c'est vrai. Une solution hybride, un peu, la stratégie Erase. Oui, pourquoi pas. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant qu'on n'est pas dans un contexte bilingue. C'est important de. On voudrait que le français soit complètement transparent par rapport à l'anglais et qu'on fasse oublier au lecteur que tout ça était conçu en anglais dans un milieu anglophone, mais c'est pas forcément, c'est pas toujours honnête non plus. Et ça donne des solutions, comme je dis, un peu artificielles des fois. Donc, oui. I would like to just make a comment from an English translation perspective, particularly in a Canadian context. We have language laws that say that certain things must remain in French when they're in Quebec. And this frightens English translators into translating nothing at all. And there is nothing anywhere written in any law in Canada or in Quebec that prohibits you from translating the name of a program or a civil servant's title or what have you. There are a whole list of things that English translators tend to leave in French that they have no reason to leave in French. So yes, if it's like our culture policy, there's no reason to keep it as politique culturelle in your English translation. You can translate that. So I would also say when I have this kind of a problem, if you'll forgive me jumping over the divide, I ask myself, how would the economist handle this? Because they're so good at taking something, just taking me by the hand and saying, okay, here's this thing from this other culture, and here's how to understand it, here's how it works. And generally, I find they in the New York Times, whatever, how would a really good journalist handle this? And that often gives me the inspiration that I need. Thank you. I did notice in the chat feed someone saying that English is particularly fond of acronyms. As someone who works from French into English and reads authentic French texts all day, I'm not sure it's any less of an issue for those of us working in the opposite direction, especially in sort of international organization, sort of development, humanitarian type texts, which are acronym soup, these texts, and you're just wading through. So you have to come up with some sort of consistent solution for dealing with them. And every organization has its own sort of style guide on how to deal with these. But I think the important thing, again, and this applies to a lot of things, is consistency. You know, if you just define what the thing means up front and trust 99% of the time that your readers are going to remember that reference and carry it through the rest of the text. And that's generally what I tend to do. If there's an existing English language equivalent of something, an organization or a program or whatever, then I will use that. But if it only exists in French or in French context, it stays that way. The acronym stays that way, and I will just gloss it at the first occurrence, and then hope the reader can remember after that. But sometimes texts are so dense with acronyms that I'll go back to the client and go, look, you need a list of abbreviations at the start of this, because otherwise your reader is just going to get completely lost. So we end up adding that in just as a convenience to the reader, really. Yeah, that's just my perspective. Les accusations fusent de toutes parts dans le clavardage. Les anglophones accusent les francophones d'utiliser trop de sigles, et les francophones font la même chose avec les anglophones. Donc, je pense qu'on est tous coupables. Comme on disait hier, il faut regarder la paille, la poutre qui est dans son œil, et pas seulement la paille dans l'œil du voisin. Merci beaucoup, Evelina. On passe à Philippe. Oui, merci François. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, oui. Parce que le voisin vient de décider de passer la tondeuse à gazon juste à côté. Ça va. Et j'ai les fenêtres grandes ouvertes. Donc, oui, ma question peut paraître un peu bébête, mais c'est sur le verbe to engage, et en particulier le verbe to engage with. Dans les textes anglais-britanniques que je traduis, qui sont rédigés soit par des fonctionnaires ou des cadres, je le trouve de plus en plus fréquemment, et notamment avec comme objet direct un objet inanimé, par exemple engaging with a platform or engaging with an app. Voilà, donc est-ce que vous avez des suggestions de traduction? Plus généralement, s'il me semble qu'il y a
y a des modes comme ça, où il y a des mots qui deviennent très, très prisés par certaines communautés de rédacteurs. Et on n'en sort pas, en fait. On a eu to focus with, to focus in. Il me semble que ce engage, il apparaît un peu partout aussi. Et engagement aussi. Tu voudrais répondre? On est bien silencieux tout d'un coup. C'est ce qu'on appelle la question qui tue. Prochaine session SOS Lexico, je crois. Oui, je pense. Je pense que nous allons prendre note pour les prochaines. Mais En fait, j'en ai profité pour plugger le traducteur encore plus averti. Il y a un article sur la question. Je suis désolé, mais j'ai laissé les autres répondre et il y avait un silence. Donc, je veux juste signaler que engage, bon, on traduit souvent par mobilisation, mobiliser, un mot qu'on a vu aussi dans le traduel français-anglais. Je voudrais juste signaler que souvent les francophones oublient que to engage signifie entrer en contact avec. Je le vois souvent traduit de façon erronée. Donc, après ça, il y a plusieurs synonymes qu'on peut trouver. Mais il y a l'idée de engage with people, ça veut dire communiquer avec les gens et pas forcément se mobiliser ou encore moins s'engager. Et je vois souvent les traducteurs francophones passer à côté de ce sens-là. Après, pour les traductions comme telles, comme je vous dis, il peut y avoir plusieurs synonymes, mais je voulais au moins mentionner ça parce que des fois, ça crée des faux sens ou des glissements de sens. Je ne sais pas si Marc ou Laurence ou Dominique, vous auriez d'autres pistes là-dessus. Mais pour un de mes clients qui est spécialisé dans tout ce qui est finance durable, engagement, c'est une des stratégies utilisées, je vous passe les détails, et c'est traduit généralement par dialogue, simplement. Oui, je le traduis souvent par dialoguer quand il s'agit de personnes, bien sûr. Voilà, mais avec des objets, c'est plus compliqué. Oui, ben je finis parfois par utiliser ou quelque chose de général comme ça. Parce qu'en fait, il me semble que c'est le sens, utiliser une plateforme, utiliser une appli. Oui, il y a ce sens-là, effectivement, oui. Est-ce qu'on passe à la question suivante ou il y a d'autres pistes de réponse? Je sais que pour engage, oui, là, j'ai pas d'idée, mais je sais que pour engagement, des fois, j'ai l'impression que c'est implication. Des fois, je trouve que l'implication ne fonctionne pas si mal, en fait. Oui, alors message au traducteur québécois, vous avez le droit de dire implication. C'est un mot qui est frappé d'interdit dans nos formations à l'université. Donc, il faut vraiment retourner voir l'implication dans le petit Robert. Vous allez voir, on peut l'utiliser beaucoup plus souvent qu'on pense. Donc, bravo, merci d'avoir ouvert la porte, Laurence. Oui. Moi, je voudrais proposer de chercher dans le vocabulaire du marketing. Parce que selon mon expérience, app engagement, website engagement, on renvoie souvent au nombre d'utilisateurs qui ont cliqué sur un site web ou qui ont ouvert une application. Et je n'ai pas à l'esprit un équivalent tout de suite, mais je pense que ce serait une bonne piste. Alors, en passant, il y a beaucoup de suggestions dans le chat. Je vous rappelle que vous pouvez sauvegarder le chat en allant en bas à droite, les 3 petits points, les points de suspension, vous pouvez sauvegarder le chat. Donc, il y a beaucoup de choses. On recommande le Mertens aussi, qui a beaucoup de solutions pour engagement, bien sûr, et comme beaucoup d'autres choses. Alors, on passe à la question suivante, Thierry. Allô, Thierry, est-ce que tu es disparu ou… Oui, non, parfait, OK. Ça m'a déplacé sur l'écran et okay, je cherchais le… On a baissé ta main. OK. Oui, je vais essayer de faire court parce que je ne voudrais pas relancer la discussion sur ce sujet. Mais je m'étonne… je compatis avec mes amis qui traduisent vers l'anglais quand certaines bêtes noires comme solidarité ou mobilisation. Mais en même temps, je ne comprends toujours pas ce que ces mots ont d'abstrait. Oui, c'est vrai. Je veux dire par là que dans mon expérience personnelle, en particulier ces 2 mots-là, ils sont très concrètement ancrés dans la réalité physique. Et ça serait peut-être l'objet d'une discussion à venir plus approfondie, plus détaillée, à méditer. Voilà. Je me suis passé la même réflexion hier. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à accuser nos mots d'être abstraits? Lieu de vie, ce n'est pas abstrait du tout pour moi. Mais je comprends que quand on vient pour le travail… Mais vous savez,
combien de fois les traducteurs sont venus me voir avec un mot anglais en disant « ça ne veut rien dire en anglais ». Mais ce n'est pas que ça ne veut rien dire en anglais, c'est que tu ne trouves pas de mot en français pour le dire. Ce n'est pas la même chose. Et puis donc, effectivement, ça m'a frappé hier, cette accusation-là. Mais c'est vrai qu'en général, le français… Accusation? Absolument pas. Observation. Oui, c'est vrai. Constatation. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'en général… comparé. C'est vrai qu'en général… Non, c'est absolument vrai. Je le répète dans mes propres cours tout le temps. Oui, le français… Je dis que le français a une prédilection pour l'abstrait et que l'anglais est plus à l'aise avec le concret. Généralement, c'est comme ça que je le dis. Ça reste tout à fait vrai. Mais c'est vrai que pour un francophone, de se faire dire que mobilisation est abstraite, ça surprend un petit peu parce que c'est un mot qui veut dire… En fait, mais c'est un mot qui est polyvalent. Et c'est pour ça qu'il peut se traduire de plusieurs façons en anglais. C'est qu'en anglais, on le décline. Mobilisation ou solidarité, on le décline en actions encore plus concrètes qui créent. Oui, mais quand je regarde vos traductions, je n'ai pas l'impression que c'est beaucoup plus concret. J'adore Do Your Part de Grant était pas mal, je dois dire. Personne n'a jamais dit que l'anglais n'avait pas de mots abstraits. Non. Mais they keep them like precious jewels to take out once in a while. We use every day in everyday conversation. And many of them are borrowed from French after the Norman invasion. I mean, liberty, rationale, all kinds of things. Yeah. So I think I would just say vive la différence. Alors, on passe à Marie-Josée. J'aime beaucoup ces dialogues. On fait pas assez ces dialogues-là entre les francophones et anglophones. Hein? Marie-Josée? Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. D'accord. Ce matin, dans la capsule de Martin, on a eu projet destiné, la capsule sur solidarité, on avait projet destiné à promouvoir la solidarité qui devenait en anglais Community Outreach. Et j'aimerais qu'un anglophone m'explique dans ces mots ce qu'il voit ou ce que ça évoque pour lui Community Outreach, parce que cette expression-là pullule dans nos textes et c'est toujours un casse-tête. C'est un autre abstrait. Ouais. Exactly. Bingo. Exactly. It's abstract, but it's very concrete. You imagine somebody reaching out. C'est le main tendu. Reaching out their hand to somebody. Mais ça peut vouloir dire plein de choses. Well, yes, but there is an image attached to it. But try to think of an image in your mind for démarche. Like, j'aimerais avoir une petite liste de propositions parce que ça en prend plusieurs. Ça prend plusieurs options. Okay, I guess. Sorry, go on, Chris. Go on. No, being a good corporate citizen. Si c'est du secteur privé, par exemple, je pense à certaines entreprises en France qui font, par exemple, qui prêtent du personnel pour les œuvres humanitaires ou charitables. Si c'est community, la plupart des gens c'est autour d'eux. But I know, for example, a French company that encourages youth groups to use rooms in its production plant for meetings, like scout meetings and stuff like that. That's community outreach, right? Not during a pandemic, of course, but. And that example was specific to that text. I mean, there was obviously, these are just very isolated examples. There was more context around that, but that was a similar kind of thing. That's what was going on here. They were talking about mécénat de compétences, I think was one of the things they were talking about. So they were encouraging staff members to go out into the community, right? The outreach thing, and kind of share their skills with other people or just get involved in like fighting illiteracy, for example, or that kind of thing. So that's what was going on there. I think this is always the problem in both directions. Context is vital. And this is the challenge when you're making a slide that people can actually read in a presentation, is that you have to truncate it. It has to be shorter. And so there's just a world of stuff beyond the four corners of the page and beyond the four corners of the slide that you can't get in. And this is, Bilan drives me crazy because every time I have to stop and say, okay, what is it here? And that's always the challenge. And I'm not accusing anyone of anything here. Simply saying, this is my personal experience because I always have to ask.
And that's the la beauté du métier, if you like. I mean, that's what makes us different from DeepL or DeepL, however you like to say. Ouais. Sur une réponse très prosaïque, Marie-Josée, moi j'ai observé que communiquer et communication fonctionnent souvent très bien pour outreach. Et d'ailleurs, communiquer est plus abstrait que outreach, il faut le dire, mais c'est un mot qui est très, très simple. Mais je pense que les mots comme outreach et quelques autres aussi, on se laisse trop impressionner par ça. On voudrait garder l'image justement que Grant a fait tout à l'heure, outreach, alors que et c'est là que ça bloque. On se laisse hypnotiser, alors que communiquer, qui nous paraît trop simple, souvent rend très bien l'idée. Oui, je comprends. Ça peut fonctionner dans certains contextes, mais tu vois bien qu'entre communiquer et projet destiné à promouvoir la solidarité, il y a tout un monde. Là. Absolument. On n'arriverait jamais en français à projet destiné à promouvoir la solidarité. Tu comprends? Oui, oui. Well, I would like to add too, like I said, there was an image to outreach. So you have this arm reaching out, but it's wrong for translators to focus too much on these images. And I'll give you an example going back into English where we use the word rayonnement, and we have an image of a sun with beams of light. And so I'm always getting these translations that are brilliant or whatever, shining or whatever. And sometimes it's much simpler than that in English, or it's just success or something like that. But yes, thrive, prosper. Yeah. So you know, each language has its own little particularities, and just learn them and learn how to go back and forth between them. You know, so. Right. And I'm going to go out on a limb here. I want to say that I've actually translated faire un geste, like towards someone, as reach out or as outreach. And depending on what your context is, it might work backwards. It's been a while since I did that, but it comes to mind. In fact, the verb to reach out has come to mean to contact in English. I'll reach out to you next week. mais moi, j'ai parlé en particulier de community outreach. Yeah, which is a particular type of project in this particular context. And it was just an example of the mental leap that it required for that particular text to go from solidarité or solidaire or whatever it was to community outreach, and that required a several step process. I think that the point of that presentation and other presentations, and I know it works the other way. I know Dom has done some presentations on support, which I understand can be particularly challenging, working back the other way. Community, which came up in mine today. I think Dom's talked about community before as well. And as Grant said, it's about learning these trigger words or phrases, the ones that you shouldn't just translate blindly, and the ones that you know you're going to have to think about, because the answer isn't always going to be obvious. And I guess that's you just have to build up your toolkit. And actually one very good way to do that is to follow Grant's Twitter account, because he posts these little things all the time that just get you thinking. So that's a fabulous resource. And I think lateral thinking is going to go in my toolbox along with larcenous reading. And by the way, larcenous reading is another way of figuring this out, where you say, okay, I'm translating about this thing here. Let me find, sorry, I'm stuck. Let me find a text in my target language that's about something similar. How do they talk about it in my language? So often if I'm starting something new that's unfamiliar, the first thing I'll do is read larcenously, whatever you want to call it. How do they talk about it when we're talking about a similar project, thing, critter, whatever, in English, and for you, obviously, it would be French. I don't know. Et dans le domaine communautaire, c'est particulièrement déstabilisant de faire ça. Moi, je parle du français vers l'anglais. Quand je regarde les textes écrits en français dans ce domaine-là, qui parlent de solidarité, etc., il y a plein de mots qu'on n'utilise jamais dans nos traductions en français. C'est comme si les deux univers étaient complètement différents. C'est très impressionnant. On va passer, si vous voulez, aux questions suivantes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se mettent en ligne. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci à vous. On va passer à... Oui. François, c'est Marc. Je voulais juste dire à Marie-Josée qu'il y a l'entreprise citoyenne. Le mot citoyen, citoyenne est intéressant. Et ça désigne finalement nos interventions comme entreprise pour être présent dans le milieu. Donc, le mot citoyen, citoyenne peut parfois être utile.
Avec beaucoup de noms, c'est ça, l'entreprise citoyenne, action citoyenne, etc. Oui, merci beaucoup, Marc. Ça, c'est un mot que je vois très, très souvent dans des textes que je traduis. Des textes écrits en français par des francophones. Citoyenne, citoyen, citoyenne, c'est très, très répandu. Oui. Et au Québec, autant qu'en France, effectivement. Et on ne le voit jamais dans nos traductions. Donc, traducteur vers le français, essayez de plugger citoyenne le plus citoyen, citoyenne dans vos textes. Merci. On passe à Maëlys maintenant. Bonjour à tous et toutes. Moi, j'ai une question concernant le style, donc qui s'adresse un peu à tout le monde. Comment vous... Donc, on est plus dans la transcréation, du coup. Comment vous traitez les figures de style? Est-ce que vous essayez de les reproduire à l'identique, d'essayer de garder l'idée, par exemple les allitérations, les assonances, des choses un peu littéraires comme ça? Moi, là, je suis bloquée sur une phrase tous les mots commencent par la lettre T. C'est un titre d'article dans une bande dessinée. Et j'avoue que je suis bloquée dessus pour réussir à rendre ce qu'ils ont en français, ce qu'ils ont voulu rendre. Donc, est-ce que je fais quelque chose de totalement différent? Enfin, comment vous aborderiez ça? Pour moi, la question, c'est est-ce que la lettre T a un sens? Est-ce que la lettre T en soi est importante? Non. Ou est-ce qu'elle pourrait être remplacée par une autre lettre? Oui, elle pourrait. Ouais. Oui, elle pourrait, mais c'est plutôt garder le style et vraiment la littération, quoi, je pense. J'ai observation purement empirique. J'ai l'impression qu'en anglais, on aime plus l'allitération. Donc, commencer les mots par la même lettre, alors qu'en français, on a plus tendance à aller chercher la rime plutôt. Vérifier donc à la fin. Ce serait des procédés équivalents, je crois. En français, l'allitération, ça existe aussi pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos... Mais ce n'est pas la même chose exactement. On va souvent... Je me souviens d'un client qui voulait que je traduise. Il y avait 3 chefs d'équipe. Alors, c'était Charles Crew, Ted's Team, et puis l'autre, je ne me souviens plus c'était quoi, mais ça marchait. Il y avait 3 mots pour équipe. Et puis, ça tombait que le prénom de chacun des chefs d'équipe faisait une allitération. Alors, il voulait que je traduise ça en français, c'était impossible. Mais même si je l'avais traduit, traduire un nom d'équipe avec une allitération comme ça ne fonctionnerait pas aussi bien en français. On dit Bugs Bunny, oui, ça marche en anglais, mais en français, on ne nomme pas les gens ou les personnages, quoi que ce soit, avec une allitération, tandis qu'en anglais, c'est extrêmement courant. Par contre, on va utiliser des rimes. Donc, c'est peut-être un équivalent possible. D'accord. Je vous l'ai mis dans le chat à la demande de Marc. Moi, ta question me fait penser aux traductions d'Astérix, par exemple. Donc, traduction de bande dessinée avec tous les jeux de mots qu'on peut imaginer chez Astérix. Et quand on traduit à Cambridge, la traductrice britannique était venue. Et c'était assez intéressant de voir comment elle déplaçait les choses, finalement. Elle prenait un autre angle. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'abstraire une des possibilités, c'est de s'abstraire de cette allitération et de trouver autre chose, soit dans le titre, soit ailleurs, qui ramène à un clin d'œil. Je pense que l'intérêt, c'est le clin d'œil. Qu'il soit là, ailleurs, autrement, je pense que c'est... Il s'agit d'observer ce que le français fait spontanément. C'est ça. C'est une démarche plus exigeante intellectuellement, mais beaucoup plus gratifiante aussi. Puis, c'est ce que Liliane fait dans sa capsule sur le lieu de vie. J'ai trouvé ça impressionnant comme démarche. Comment traduire lieu de vie? Et tout ce qu'elle a fait, c'est observer qu'en anglais, elle se promène dans les centres commerciaux et tout d'un coup, elle voit les verbes comme ça, eat, drink, je ne sais pas quoi. Et elle s'est dit, ah tiens, mais c'est comme ça qu'on transmet cette idée-là en anglais avec les verbes, avec une énumération de verbes, ce qui est complètement différent du syntagme lieu de vie. Alors, le constat, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ma langue spontanément pour trouver les équivalents, un peu comme je disais aussi pour trouver la rime comme équivalent de la littération. Alors, pour traduire des slogans, on parlait tantôt des acronymes, c'est très difficile, mais il faut commencer par regarder ce qui se fait dans notre propre langue et s'en inspirer. Merci. Merci beaucoup, Maëlys. Nathalie? Hi everyone. Thank you, all the trainers, for the great sessions. It's always refreshing. And especially Grant and Chris, I really enjoyed your translation slam. I love that you're still learning and like
chairperson, chairwoman, and debating things, like, gives me hope that there's like, you'll never get bored as a translator. But my specific question is, like, Chris, it's funny to me that you're so focused on the business aspect and interacting with clients. I know it's important, it's essential, but Grant is the one who has a translation business. And Grant seems to be always teaching the style courses. But so translation business too. But actually, I sold my business in April. So I know. Congratulations. But so my question about, it's kind of personal. I'm kind of at a point where I could branch out and subcontract more, and I am subcontracting more just because I need to manage my clients. And I feel like there's a ceiling to what I can charge. Maybe I'm just afraid to go higher than what I can. But like, I feel like you have to become more of a business and present yourself more as a business and not a freelancer in order to work that way. And like, what led you, Chris and Grant, specifically to either stay a freelancer or to grow your business? Well, maybe I could talk a little bit about that issue then, because I have a lot to say about it. I don't want to go on too long, but basically I was just a very busy freelancer, and I have trouble saying no. And so the first thing I did, I thought I need to hire a translator to help me. And so all of a sudden Anglicom became 2 instead of 1, and then 3, and then 4. In fact, there were 5 of us, 5 translators, all working in one big office before we even hired a secretary or anybody to help us do administration. So I gradually, through no particular plan of my own, evolved into a business. But I agree with your there is a ceiling to what you can ask. There is a ceiling, but it's flexible. And it depends on the quality that you provide, depends on the relationship you have. If you want to be the biggest translation company in the country, you're going to have to put a little, as they say in French, a little bit of water in your wine and do some lower market stuff, or you're not going to have the volume. It's sure, if you're not in the ultimate premium market, you're not being ultimate premium rates on every job. But then again, I don't own my business anymore. I'm still active in the company. We still have Anglicom and everything. Nothing has changed in that, but I'm not in charge of it anymore. But there was a time where I just got tired of not making money on some jobs, because I said these clients are coming to us for solutions, and we're bringing them high-end solutions by very talented people doing really good work. And so I started experimenting with selectively doing things like charging by the hour, adding surcharges for this and that. And, there wasn't all that much pushback. And in fact, I think sometimes our higher rates were a selling point for us. It was a reassuring thing for the client that, oh, they're asking 7 cents a word more. I wonder why. And then you have to come back with that. You have to come back with a very confident business pitch. We're 7 cents more because we're worth 7 cents more. And you have to make sure that what you deliver reflects that 7 cents or 10 cents or whatever it is. So, it's just a matter of offering really good service and making people pay for it, because sometimes they'll go away because you're too expensive, and they will come back. I guarantee you they will. Okay. Yeah. Awesome. That all makes sense. Yeah. Okay. But I would say, so I'm freelance. At one point, I did have 2 salaried people. Oh, right? okay. Bob, just because when I was working with Bob, he was too disorganized to be freelance, and so his wife insisted that he be salaried, and then Agnes was our secretary at the time. And one thing I know that began weighing on me was the notion, and anybody who has an agency will know this, making payroll, right? Because paying, if I am dealing with a text myself, I know what time I'm spending, I know what I'm charging, and I can, but if you have ongoing expenses like payroll to make, that in certain periods, that can be a bother, a problem. It's something you have to think about. And you absolutely have to have control systems in place, or things can get out of control quickly. And the notion of making payroll, I felt that as a weight
at one point. And I'd rather, I mean, there's another thing, which is I like to deliver things that I can guarantee. And if I were working in other language combinations, I would not be able to guarantee it. Whereas if I'm working towards English, I can always, with my French clients, I can always talk to them and say, this is why it is, and this is good. Or you want it different? Okay, we can do it different. But I can always control the text, control the conversation, and I can see exactly where my added value lies, right? And I'm sure, like Grant, there's certain jobs that you might lose money on or you just break even on. But in a general way, there is no ceiling on prices. Seriously, people, there isn't, okay? But you have to work toward. You have to understand, and that I think comes out of the days like these past 2 days. You have to understand the big picture, and you have to invest the time to get your head into the place where your clients are. And you don't take all clients, you take a certain type of client, and you spend a lot of time onboarding them, right? And understanding. But that's it. Anyway, so it's a personal choice because I don't want to be responsible for pretending to be able to say that this text into Chinese is magnificent, or this text even into French, and I speak French, right? But I can't guarantee a text into French the way I can into English. That's true, but isn't it like a question of trust and trusting that you've hired good people to do the job? That's true. Yeah, let's all over to the portfolio table then, please. Can I recount a personal experience? When I had Anglicom and we were translating only French to English. And every single day, people would say, I have a translation for you, and they'd send it, and it would be English to French. And so we'd have to call them and say, sorry, we don't do French. And we were just throwing business out the window. That's what's happening to me. Yeah, so at one point, I had a really, really good freelancer who I convinced to come on board as a salaried employee and sort of set up a French department. I had a lot of trust in her abilities. But it was a long process, and it became very difficult for me. At one point, I had to rehire the French team, basically, because I didn't have the right team in place. I was looking for the top 1% is what I was looking for, and that's hard to find. And we have a team, a French team now that is absolutely spectacular in its abilities. But but you have to, there's a point you have to make the decision as a business person. Am I going to trust the person I've hired? If I trust my judgment to hire the right person and then let them function as a unit and then step back and see what do the clients think of our work now? And if you start getting a lot of complaints about the other language team, well, then you've got to rethink your approach. There are a lot of issues involved, but it was a very gratifying thing for me to move from 1 to 28 in the course of 28 years. It took me a long time to do that, but it was a very gratifying thing for me to be able to do as a career progress or path. So, thank you so much for all of that. Congratulations, Grant, again. Yeah. On passe à Caroline. Would that be Caroline? Caroline, pardon. Durant. Durant. So it's not really a question to be answered now. It just suddenly occurred to me while Chris was speaking that what I would really like to see her do one day, and it may not be for En Traduisant because it's more the business size, but I'd really like her to break down the advice you give Chris about reading the financial papers. I'd really like you to break down that maybe with a couple of examples of how you then use the information that you find in it, how you extrapolate that into contacts. Do you know what I mean? Just a bit more of a breakdown of that at some point. Okay, noted. I mean, I could comment on that now, but I think it will take a lot of time. But I mean, first of all, how many people read a daily paper here? How many people read a daily business paper? How many people read a daily business paper in their source and their target language, or in several varieties of their source and target language, right? And what are you reading? I love newspapers. Yeah, no, but I'm reading for things that my clients are up to, things that their competitors are up to. Now you can follow things online, right? Of course, so you can do that. But I also follow a couple of newsletters, and I talk about them, occasionally. Like sort of various economists who have newsletters that come out, or people who
speak to my clients and who use the vocabulary of my clients and who my clients read and refer to and so on. And that means that I can almost automatically, when I meet a client or when I'm engaging with a client, I can engage him. I can use the right words when I'm talking to them. I can use words that make me part of their world and not part of the translator world. I'm not embarrassed to be a translator, by the way. But... Merci beaucoup. Alors, on a 2 dernières questions. Il nous reste 15 minutes. On va s'aménager un petit 5 minutes. Dans le chat aussi. Il y a les... Ah oui. Bon, alors, on va passer quand même à Nicolas. Et puis, normalement, j'aimerais conserver un petit 5 minutes à la fin pour une conclusion. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut. Nicolas. Avec le micro, c'est mieux. Donc, je reviens sur le point. J'ai fait des petites recherches sur mon ordinateur, en fait. Et en fait, le point auquel je voulais arriver, c'est que moi, j'ai remarqué qu'avec ce fameux whereas, en fait, en français, ou enfin même en général, le sens, ça n'a pas un sens d'opposition, comme on pourrait parfois le croire avec ce mot, mais c'est plutôt un sens de complémentarité. Alors, je ne sais pas si j'ai récupéré quelques phrases là, mais j'ai peur que ça fasse un peu long dans le chat. Je vais vous les copier. C'est vraiment des exemples typiques. Après, j'ai eu des cas où oui, c'était effectivement dans le domaine financier, ça peut être l'opposition, quoi. Un tel titre a augmenté pendant que l'autre a baissé, vous voyez. Mais ouais. Moi, dans le premier cas, moi, ce que j'ai utilisé d'articulation, c'est dans la deuxième phrase, j'ai mis « quant à », machin, il s'agit de… Et dans la deuxième phrase, j'ai mis d'un côté, blablabla, et de l'autre, blablabla. Vous voyez, moi, je ne vois pas ça comme une opposition, en fait. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, ben, je n'ai rien à redire. Je trouve ça tout à fait juste. Oui. Voilà. C'était pour compléter un peu, pour avoir quelque chose de plus concret par rapport à ce dont je vous parlais. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Nikki. Bonsoir. Hello, everyone. Or bonjour. Chris, can I just ask you, please, kind of touching on what Caroline asked, not necessarily for each project, but in terms of the time you spend researching, translating, revising, or having work revised, are you in any way able to put some kind of rough breakdown on how much of your time you spend researching your clients and the projects you get? You know, how much of your time is actually spent on the translation of the projects? I guess that's billable hours versus non-billable hours, or whatever you want to call it, but do you apportion any particular rule of thumb to that? No, I don't. But here's the thing, I do. I mean, it's good to have some hard figures, and you know, when I say things like the average output of ATA members based on some survey or other is 500 words an hour or something, my gray hair stands on end, right? Because my reference is 250 words translated an hour. Okay, that's revised and delivered, and sometimes it's like 180 or 200. Okay, and so that, you know, that's taking into account all the other stuff. On the other hand, I don't just accept any old job that comes by, and I'm not being, you know, flippant there. I think that is, I have maybe a dozen clients, and I work in areas that I know something about. I know the types of documents that I'm doing, right? And I know the field. And if I don't know the field, absolutely, I know where I can find the information. And I have always been in awe, and I would have to find a modifier for that awe, of people who sit and wait for jobs to land on their desk, and the jobs come in like with no reference point, and you just got to translate that and then send it out and get the next one. And for me, and I would like to think there's a self-selected group attending this event, I can think of exceptions. I can think of exceptions in obscure languages and stuff like that, but still, you do have agency over how you set yourself up.
and you can specialize in certain areas, and you can do the work to understand this area or this type of document. And that is what makes the work not necessarily super fast, but it means you know where to find the information you need, right? And just, you know, just sitting and waiting and getting a new text in from different people I don't even know every day, my head would explode, I think, probably. I think that's really interesting, thank you, because you say that's what makes the work faster, and yet a lot of people say that 250 words or 180 words an hour is really slow. But I love your definition of how you frame your approach to your work, that effectively you're working at a speed that allows you to be comfortable with the quality and choice of your work. And I think that has to be the perfect balance, doesn't it? That you are well enough informed and well enough researched to be able to work at a speed that you feel is productive, but delivering the quality at the same time. Well, so we have enough, since my overheads, I don't have payroll to make, my overheads are, you know, whatever. But I think part of the thing is to make sure that when you need extra time because something comes up in this, you have to dig into this, you calculate it into your price slack so that you can absorb that, okay? So that you're never, ever going to be in a situation where whatever, I'll just send it as it is. And then they come back and they complain and you say, well, you know, for what I charged, what you paid me, what did you expect? I never want to be in that situation, ever. Here. If I may, there are two things I would add that I've observed working with Chris. One, at least two big clients that I can think of, they are not monolithic, right? So you get one client in this big corporation, they really like what you're doing and they refer you to someone else within the same company, right? So with one client, for example, we're doing a lot of web copy and newsletters and stuff. And we're also doing stuff you know, financial reporting for a gentleman in their finance division. Well, there's one client in particular in that big company who has been an incredible multiplier for Chris's portfolio of clients. I mean, he's just issuing referrals right and left. In some cases, she's had to beat him off with a stick, it feels like. It's just been ridiculous. And and some of them we can't always take because they're too technical into their business or whatever. But I think it's important to remember that, particularly with a big client like that, they're not monolithic, and you may have multiple clients within the same company. And then of course, I use a translation memory tool, which means that I can recycle the stuff that we did for the finance guy into the website and vice versa. Now the tone in the register might be different, but there's that. And I think so. Investing in the one client who ends up referring you can make a big difference in terms of paying off later and really almost paying for itself. Anyway, I hope that helps. Merci beaucoup. On va passer. Il nous reste deux questions encore rapidement. Donc, Alison. Hello, yes. Afternoon, everyone, and thank you to everyone who's made this such a great conference. I just wanted to follow on with what Nikki was saying, or to answer her partly, but Chris has already spoken about it at length. And I was going to say that I also, not that I'm really in Chris's league, but I also work on 250 words finished per hour. And I find that I'm faster with things that I've specialized in. So a very recent example of what I thought was worth it was I got a text from a small investment banker, and it was an article that they're publishing in a magazine on Nudge, which is the title of a book by Richard Thaler of behavioral economics fame. And whilst I had a vague idea of what behavioral economics was, I didn't have enough. I could see there were phrases in the Portuguese and I half remembered what they meant. So I spent
2.5 fascinating hours just listening to Richard Thaler speak on YouTube. And if I had time this evening, I would go and do some more of that. But now that I have got all that behind me, I can go and read his book. Or if I get another similar text, I'm making more and more connections with the existing body of knowledge I have, and also in whatever language. So does it make me faster now? No, but it makes me faster next time. So that's why I do it. Yeah, that's all. Commentaire là-dessus? Oui, Dominique? Là-dessus et aussi surtout sur la question précédente, je pense que c'est Nathalie qui parlait de, tiens, freelancer business. Je ne comprends pas bien cette distinction parce que moi, je suis un freelancer, I'm a business. Moi, tout seul, je suis une entreprise. Et on en parlait hier avec quelqu'un d'autre. Quand je discute avec un client, même si c'est un client qui représente une boîte de 100 000 personnes, ils sont 100 000, mais ça ne m'impressionne pas. Parce qu'en face de moi, j'ai un client et moi, je suis un fournisseur. Ils ont un besoin, j'ai une solution. Et je pense que c'est une clé qu'il faut tourner ici quelque part dans la tête à un moment donné, de dire je suis un apporteur de solutions. No, I agree with you. Et cette solution, elle a un prix et souvent les limites qu'on met à son tarif, c'est une limite qu'on fixe soi-même. C'est pas le client qui la fixe en fait, c'est nous qui la fixons. Dans le bon sens et dans le mauvais sens. C'est-à-dire que quand nous décidons qu'à un moment donné, je me fous de savoir si ce client va signer ce devis ou pas, et donc je mets n'importe quel prix. Ça m'est arrivé un jour dans ma vie de dire, je m'en fous si j'ai trop de boulot, je m'en fous s'il signe. J'ai mis un prix plus élevé, et je me suis dit après le coup que j'aurais dû le mettre encore plus haut parce qu'il a signé. Sans rien demander, sans aucun commentaire. Évidemment, ça, on ne peut pas le faire quand on débute et qu'on a de quoi s'occuper seulement un jour par semaine. Mais quand on a une clientèle qui tourne, avec chaque nouveau client, ça vaut la peine de se poser cette question-là. Tiens, et si j'augmentais mon tarif pour celui-ci, et puis pour celui-là, et puis on fait un roulement. Petite parenthèse. Excellent, merci beaucoup. Dernière question, Nathalie? Yeah, no, Dominique, I agree. Freelancers they do run businesses. I was referring more to having working with subcontractors or employees, and expanding that way. But yep, Chris. Sorry, no, continue. It's a second thing. Well, my last comment, it's not a question, it's a comment that we were discussing a few questions ago about researching the translation and clients. I think that just goes to show that it's not quantity over quality when you're working. It's not how many projects you get, it's the quality of the projects. And I think it's more fulfilling to work on things that require you to think and research. And also, I've developed typing problems. And I don't know how other freelancers have done it where unless you become specialized, and I'm sure all the translators who are attending this are in the same category where it's not quantity over quality. But I just want to say, it's my own way to motivate myself to continue trying to get into the premium market and to have premium clients, is that there are lots of reasons that it's better, I would say, than working with just any client or agency. Mm-hmm. Quick question. I would say comment. François, question pour toi in the chat, and link to what Nathalie is saying. What you need to get into is premium segments of the market is co-revisers. You need to be working with somebody else or other people for revision for the same text. How long will the virtual portfolio table be available, François? Oui. Or will you make it available somewhere? Alors, donc, on arrive à la conclusion, effectivement. Donc, ça a été mentionné à plusieurs reprises, mais donc, sachez que vous avez accès à la plateforme FansLab jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, même si la conférence se termine aujourd'hui, vous avez accès à la plateforme où vous allez avoir accès donc au fameux Airtable. Le Airtable, on peut garder le lien puis le laisser disponible aux gens qui en auraient besoin par la suite aussi. Mais je pense que d'ici la fin du mois d'août, c'est quand même pas mal. Tous les enregistrements des formations qui ont été données aussi hier et aujourd'hui vont rester disponibles sur la plateforme FansLab jusqu'à la fin du mois d'août avec votre accès actuel. Donc, ça fait partie de la formule qu'on a avec FansLab.
Par ailleurs, j'en profite pour vous informer que la plupart des enregistrements vont être ensuite transférés sur la plateforme Didacte de Magistrade. Ils vont être vendus à la carte. Donc, pour d'autres, si vous connaissez des personnes qui n'ont pas assisté à On traduit en ligne et qui voudraient assister à certaines des conférences, ça va être accessible à titre onéreux à partir du mois de septembre. Donc, sur la plateforme de Magistrade, donc ça sera possible, ça va rester disponible. Donc, je ne vois pas toutes les questions défiler, mais enfin, ces informations-là vont être disponibles. Puis même après le mois d'août, j'imagine, si jamais quelqu'un a besoin de ça, on peut toujours m'écrire et puis on va trouver une façon de vous donner accès à ces informations-là. J'aimerais dire, il y a des questions sur Charlevoix 2022 aussi, donc j'aimerais peut-être laisser la parole à Grant. Ça devait être Charlevoix 2020 en début, 2021, maintenant on est rendu à 2022. On a tous très hâte, donc Grant, je te laisse la parole. Yes, so we are finalizing details for Charlevoix 2022. It was supposed to be, as François said, in 2020 and then 2021. Just to give you an idea, it's the same type of training that we've done today and yesterday, but over 2.5 days, 2.5 complete days. It's in a resort setting in Lamalbaie, Quebec, which is in Charlevoix County, a very mountainous region by the St. Lawrence River. The dates, which are pretty final, but they could still change, but they are pretty final. Let me just pull up the right month here. It should be opening on Sunday, July 17th, which will be a Sunday night for a welcome party. And then there will be 2.5 days of training, Monday the 18th, Tuesday the 19th, and it should wrap up midday on Wednesday the 20th. It is a tourist destination, and it's a smaller town of about 10,000 people. So we will do it as a formula where all the meals are included. So you will have to expect the registration costs will be above $1,000 because it will be including breakfast, lunch, and dinner for 2.5 days and the welcome party. But we should have many opportunities for networking. It'll be fun to get back together live together once again. And we do realize that you have travel costs to get to Quebec if you don't live in Quebec. And even if you live in Quebec, Charlevoix is not close to all areas in Quebec. So you'd have to make the effort to travel. But with the dates, maybe you can put that into your vacation planning, your holiday planning for next year. It might be an opportunity for some of you to visit Canada for the very first time. So we would be very delighted and pleased to see you among us. And but details will be following. We have a website we prepared for 2020. We will be updating that. I have to sign the contract with the hotel. If you're interested in seeing the venue, you can go on web and search for the Manoir Richelieu in Lamalbaie, Quebec, and you will see the venue where the event will be held. And I think it has a great deal of appeal, a great place you could even come with your family and they could just play while you study. Merci beaucoup, Grant. Alors, on va conclure là-dessus. Je remercie tout le monde de sa participation. C'est très court. D'habitude, on est habitué justement à une formation de 2 jours et demi. C'était 2 demi-journées. Je pense que ça s'est très bien passé. C'était très complet aussi. Je remercie les 8 formateurs en fait, les 7 autres que moi pour leur contribution très intéressante et inspirante. Je pense que ce que je trouve le plus important à travers toutes nos discussions, nos exposés, on essaie de transmettre avec On traduit à depuis 10 ans une vision de la traduction, un idéal de la traduction. La traduction se pratique de toutes sortes de façons autour de nous. Il y a toutes sortes de niveaux, de qualité, d'attitude face aux clients, etc. Et on essaie de préconiser quelque chose qui n'est pas toujours facile, pas toujours faisable pour tout le monde en raison des exigences clients, en raison des délais, en raison des compétences respectives, de l'expérience. Donc, il ne s'agit pas toujours de viser la perfection à tout coup parce que personne d'entre nous ne peut y arriver. Mais le plus important, c'est qu'en tant que traducteurs qui appartiennent donc à la même profession, qu'on ait une idée commune de ce que devrait idéalement
ce à quoi devrait idéalement ressembler une bonne traduction. Au-delà de ce que les clients nous demandent, au-delà de ce que les clients nous laissent faire ou non, de la mesure dans laquelle on peut, oui ou non, imposer aux clients nos délais, nos prix, etc. Donc, chacun a ses propres conditions, sa propre situation. Ce que je trouverais désolant, ce serait que des traducteurs de profession se contentent de traductions moyenne ou médiocre et considère que c'est satisfaisant. Le plus important, au-delà de ce qu'on arrive à faire ou pas selon les circonstances, c'est au moins qu'on s'entende pour dire que ce qu'on a vu aujourd'hui, la façon dont les traducteurs se sont éloignés du mot à mot, ont réfléchi à leur choix, sont arrivés à des résultats idiomatiques, lisibles, clairs, concis, etc., c'est ce à quoi ça devrait ressembler. Et si tous ensemble, comme traducteurs, on partage cette vision-là de la traduction, on a conscience d'avoir d'autres personnes autour de nous qui ont cette même vision-là, c'est plus facile de la défendre, cette vision-là, auprès des clients. Parce que souvent, on se sent bien seul, on se sent bien incertain pour défendre notre vision de la traduction auprès des clients qui s'attendent encore une fois à des choses faciles, simplistes, etc. Donc, je pense que c'est une des principales fonctions de ce rendez-vous annuel ou biannuel qu'on a. L'attitude, l'approche rédactionnelle de la traduction est très, très importante aussi, on l'a vu. Même dans les traduels, c'est ce qu'on voyait souvent. Donc, c'est important de vraiment considérer la traduction comme cet art de communication et de rédaction au-delà du transfert, en plus du transfert linguistique, bien sûr. Alors, je remercie encore une fois tout le monde de votre participation. Je rappelle donc que vous avez accès à la plateforme FansLab, donc aussi aux communications avec les autres personnes, les autres participants, par l'onglet participants, je crois. Je remercie l'équipe technique, Alix, Vincent et Catherine, donc, qui sont restés dans l'ombre, mais qui ont été extrêmement efficaces, qui m'ont accompagné depuis le mois de février dans la sélection de la plateforme FansLab et puis tout le reste aussi. Donc, bravo pour les applaudissements silencieux. Donc, sans Vincent, c'est sûr que sans Vincent et son équipe, je ne serais jamais arrivé non plus. Et donc, merci encore une fois aussi à tous les autres formateurs qui ont été très compréhensifs malgré mes quelques tergiversations au fil des mois. Et puis, merci à tous les participants. On a presque atteint 250 personnes. C'est au-delà de nos espérances. On espère vous revoir dans Charlevoix l'année prochaine ou bien sinon dans d'autres événements ultérieurement. Alors, merci. Puis je vous donne rendez-vous dans quelques minutes à la dernière séance de réseautage plus informelle qui va suivre un peu le modèle d'hier. Merci bien et bonne fin de journée.